On l'a toujours connu sympa, rigolo et tout. Puis on dit, enfin Mathieu, qu'est-ce qui lui arrive? Oui, il était devenu méconnaissable, quoi, physiquement et moralement. Quand je découvre ce mot, maladie de Lyme, je n'imagine pas dans quel tunnel je m'engouffre. Aujourd'hui, j'ai 20 kilos de moins. C'est une épidémie mondiale, une pandémie. Il faut quand même dire quelque chose aux autorités françaises, américaines, en disant, écoute, on a un grand problème ici. Il ne faut pas mettre ça en dessous du tapis. C'est un problème psychologique et psychiatrique qui entraîne des vraies douleurs que le malade ressent. Ce n'est pas une maladie psychologique, il faut arrêter car c'est le pire pour un malade de se faire rejeter sous ce prétexte. Moi, je ne comprends pas pourquoi on parle de guerre en médecine. Il n'y a pas de guerre. On ne fait pas des procès aux médecins qui ont une idée différente. Pourquoi on met une telle chape de plomb sur un sujet aussi grave qui touche la santé publique ? Des milliers d'Américains contractent la maladie de Lyme tous les ans. Sans traitement, elle peut se propager dans le système nerveux et même dans le cœur. Nous allons parler de la borréliose, maladie grave qui se transmet par piqûre de tique. Les nouvelles infections signalées en Saxe, par exemple, ont augmenté de plus de 30% l'année dernière. Au Danemark, nous utilisons une méthode de test qui, selon les critiques, n'est pas fiable. La maladie de Lyme progresse dans le monde entier. Dans certains pays, on parle d'épidémie. 300 000 nouveaux cas tous les ans aux États-Unis, près de 100 000 par an en Allemagne. Mais la France, elle, regarde ailleurs, car le pays, comme par miracle, serait épargné. Les chiffres officiels donnent seulement 30 000 cas par an, 3 fois moins que l'Allemagne. L'Hexagone, à nouveau atteint du syndrome du nuage de Tchernobyl, serait donc protégé. On pourrait s'en féliciter, hélas, la réalité est différente. Une cinquantaine de personnes atteintes de Lyme est rassemblée devant le ministère de la Santé. Ils sont là pour soutenir une délégation de l'association Lyme sans frontières, reçue au ministère, pour demander qu'enfin leur maladie soit prise au sérieux. Il faut qu'ils sachent que les malades sont en colère. Je ne sais pas s'ils ont bien perçu la colère. Moi, je suis en colère, vraiment. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de maintenir une forme de pression et d'urgence et de leur faire prendre conscience que vous êtes tous là, derrière ces questions qui se posent. C'est ce qu'on a fait passer comme message. Parmi ces malades, Mathieu Foucault, 30 ans à peine, qui se déplace dans un fauteuil roulant. Ses jambes ne le portent plus. Nous le retrouvons quelques semaines plus tard, chez lui, à Boulogne-sur-Mer. Voici 5 ans, Mathieu, sportif passionné, se réveille un matin avec une douleur intense au genou gauche. Puis, c'est son muscle de la cuisse gauche qui va fondre. En 15 jours, Mathieu va perdre 5 kilos. Pourquoi? Comment? Est-ce que ça vient du cerveau? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est une tumeur? Les questions se posent. Mais ce sont des éventualités qui ont été avancées par les médecins, ça? Ça, ce sont mes éventualités. D'accord. Ce sont mes questionnements, mais les médecins toujours sans réponse. Ce n'est que 3 mois après les premiers symptômes et de multiples examens qu'un test sérologique va enfin révéler à Mathieu quel mal le touche. 15 jours après, je reçois les analyses. Je ressors du laboratoire, j'ouvre l'enveloppe et je lis maladie de Lyme. Vous saviez ce que c'était? Non, pas du tout. C'est-à-dire que le mot était étranger pour moi. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est Lyme? L-Y-M-E, c'est 4 lettres. Lyme est le nom d'une petite ville américaine du Connecticut, bordée de forêts, où voici 40 ans, Willy Burgdorfer, un chercheur d'origine suisse installé aux États-Unis,
découvre de nombreux cas d'arthrite chez des enfants du comté. Il soupçonne une cause infectieuse et des analyses vont révéler la présence de bactéries, des Borrelia, dans le sang de ces enfants. L'arthrite de Lyme est une des nombreuses affections regroupées sous l'appellation maladie de Lyme. Voici le responsable de la transmission à l'homme de cette maladie, un minuscule acarien, la tique. Proliférant sur les animaux qui peuplent nos forêts, les rongeurs en particulier, la tique va se retrouver porteuse de bactéries, de virus, de parasites et autres agents pathogènes. Les meilleurs connaisseurs de la transmission de cette maladie sont sans doute les chercheurs de l'Institut national de recherche agronomique de Maisons-Alfort. Le docteur Muriel Vessier et son équipe se rendent tous les mois en forêt de Sénart, au sud de Paris, à la chasse aux tiques. On a défini ce qu'on appelle des transectes, c'est-à-dire c'est des zones de 1 mètre de large sur 10 mètres de long. Et comme ça, il y en a 10 en fait dans notre parcelle. Donc tous les mois, 1 jour par mois, on vient et on collecte sur ces 10 transectes. Ici, il y en a une là. Ouais. Après un premier passage, plusieurs tiques s'accrochent déjà au drap blanc. La forêt de Sénart est une des plus infestées d'Île-de-France. Il y en a plus, là il y en a 2 autres, 3, ça fait 4 en fait. Donc on les ramène au laboratoire et puis on va les compter. On en conserve une partie pour pouvoir les analyser a posteriori. Certaines d'entre elles vont être analysées pour identifier les agents pathogènes qu'elles véhiculent, qu'elles transportent. Les autres vont être intégrés dans notre élevage pour maintenir notre élevage et pouvoir étudier la transmission des agents pathogènes. Il y a plusieurs espèces de tiques. Il faut savoir les identifier parce que toutes les espèces de tiques, par exemple, ne vont pas transmettre les agents qui sont responsables de la maladie de Lyme. Donc, la deuxième étape de notre travail, c'est une fois qu'on a détecté cet agent pathogène dans la tique, c'est de démontrer effectivement que la tique est capable de transmettre cet agent pathogène. Seule la tique femelle transmet la maladie. À l'état de nymphe qui précède l'âge adulte, la tique est déjà infectée. Là, vous avez les nymphes, le stade juste avant, qui est un tout petit peu plus petit. Et en fait, c'est celui-là qui pose problème parce que alors les deux sont capables de transmettre la maladie de Lyme ou d'autres agents pathogènes. En revanche, les nymphes sont toutes petites, donc lorsqu'elles vous piquent, eh bien, vous n'allez pas les voir. En plus, c'est complètement indolore, donc parce qu'au moment de la piqûre, elles vont injecter des substances anesthésiantes, donc ça se sent pas. Elles vont aller piquer à des endroits du corps où la peau est très fine, donc ça peut être sous les bras, au niveau de l'aine. C'est souvent dans des endroits où on ne les voit pas. Au détour d'une simple promenade, la tique va s'accrocher à la peau de l'homme qui, le plus souvent, ne s'apercevra de rien. Elle va planter son rostre dans le derme et la morsure sera indolore. L'acarien peut rester ainsi plusieurs jours si on ne le repère pas avant. Il va se nourrir de sang tout en diffusant dans l'organisme via sa salive divers agents pathogènes. En particulier des Borrelia, responsables de la maladie de Lyme, en forme de ressorts appelés spirochètes, qui vont circuler dans le corps et s'installer dans les tissus profonds. Parfois, un érythème de couleur rouge apparaît. C'est la marque d'un début d'infection. Dans les semaines qui suivent, divers symptômes de la maladie de Lyme peuvent apparaître. Des douleurs dans tout le corps et des troubles du sommeil, c'est la fibromyalgie, une perte de sensibilité de certains membres, une paralysie faciale, des arthrites qui peuvent devenir chroniques, des problèmes rhumatologiques et neurologiques. Et ces atteintes, parfois graves, peuvent être la conséquence d'une simple morsure de tique des années auparavant, une morsure qui est peut-être passée inaperçue. Oui, alors notamment le week-end, parce que les gens ne travaillent pas. Et Mathieu Foucault est l'exemple de celui qui n'a rien vu. Il ne se souvient pas avoir été mordu par une tique. Les bactéries avaient déjà investi son organisme
avant qu'un diagnostic lui révèle qu'il était victime de la maladie de Lyme. Les médecins français connaissent très mal cette maladie et n'ont pas le réflexe d'y penser. Les symptômes, très variés, ressemblent à ceux d'autres maladies neurologiques et le médecin peut se tromper. Ce fut le cas pour Mathieu Foucault. Son médecin de famille pensait au départ qu'il était atteint d'une sclérose en plaques. De par la difficulté de diagnostic, de par la difficulté d'y penser, on a une fenêtre de tir au niveau diagnostic qui est brève. Si les gens consultent plus tard, ou si les gens ne consultent pas, ou si les gens consultent bien plus tard pour un autre symptôme, là il faut savoir y penser. Savoir qu'une manifestation articulaire, qu'une manifestation digestive, qu'une manifestation musculaire, etc. Il faut parfois savoir y penser. Alors, faut pas, tout n'est pas Lyme, mais la difficulté elle est là. Pour savoir si un patient est atteint de Lyme, les règles à suivre sont précises. Un patient présentant les symptômes de la maladie devra subir un test sanguin, le test ELISA. Si ce premier test est positif, le patient est potentiellement malade. Un deuxième test de confirmation est alors effectué, c'est le Western blot. Si la positivité est confirmée, la maladie de Lyme est avérée. Si en revanche le test ELISA est négatif, on ne procède à aucun autre test officiellement, le patient n'a pas la maladie de Lyme. Mais ce test ELISA est-il fiable? Officiellement oui, mais la communauté scientifique est divisée sur cette question des tests. Les experts se livrent à une guerre. Nous avons croisé les principaux acteurs de cette guerre. Les infectiologues, Christian Perron et Pierre Kieffer. Les biologistes, Benoît Jolac et Viviane Schaller. Le spécialiste américain Richard Horowitz, ou encore Bernard Christophe, le lanceur d'alerte. L'homme qui a validé le test le plus utilisé en France, le test ELISA, est le professeur Benoît Jolac. Les autorités de santé le considèrent comme l'expert de la maladie de Lyme en France. Pour lui, le test ELISA est parfaitement fiable. Les tests ELISA actuels détectent les infections disséminées qui sont dues à toutes les espèces présentes en Europe. J'insiste là-dessus. Pourtant, le test ELISA est de plus en plus contesté. Le professeur Christian Perron, un des spécialistes de la maladie de Lyme mondialement reconnu, remet en cause la fiabilité de ce test. Alors dans les pays industrialisés en Europe et puis en France en particulier, il y a plusieurs kits de tests qui sont commercialisés pour les laboratoires. Et quand on regarde, ces tests ne sont jamais fiables à 100%. Le pourcentage de gens malades détectés par ces tests peut varier de 20% à 70%. Test sérologique valable ou pas, deux éminents professeurs s'opposent. Mais qui a raison? Au cours de notre enquête, nous allons découvrir un élément de réponse essentiel aux États-Unis. Dans les années 80, des experts américains ont calibré les tests sanguins afin que ces tests ne détectent qu'un nombre limité de malades. En fait, le problème, c'est que l'étalonnage des tests a été décrété à Boston il y a 30 ans sur le concept que c'était une maladie rare. Et comme ils ne pouvaient pas étalonner par rapport aux symptômes dont se plaignent les malades, parce que le Lyme, ça donne tout et n'importe quoi, ils ne pouvaient pas étalonner sur la culture de la bactérie qui ne marchait pas à tous les coups. Donc ils étaient coincés, il fallait bien qu'ils prennent une décision de savoir où ils mettaient le niveau de positivité du test. Et ils l'ont fait de façon arbitraire en disant que puisque c'est une maladie rare, par décret, on ne veut pas qu'il y ait plus de 5% de séropositifs dans une population donnée par région. C'est étalonné par région. C'est pour ça que quelquefois, d'une région à l'autre, avec le même test, quelqu'un peut être positif ou peut être négatif. Ça, je l'ai déjà vu dans mon expérience clinique et je ne comprenais pas au début. Ce document de 2006, signé d'un expert français, confirme que les tests sanguins sont calibrés pour que, dans tous les cas, il n'y ait jamais plus de 5% de séropositifs pour la maladie de Lyme dans la population. La sensibilité des tests étant volontairement limitée, de nombreux malades ne seront pas détectés. Artificiellement, on continue donc de considérer le Lyme comme une maladie rare. Parfois, les malades décident de faire leur diagnostic eux-mêmes,
nous avons retrouvé un de ces malades. Ne sachant pas les raisons d'une fatigue chronique, complètement perdue, comme d'ailleurs les médecins qui l'a consulté, Romain Juenne décide un jour d'acheter un microscope sur eBay et de tester lui-même son sang par le test dit de la goutte épaisse. Ce qui est très important, c'est de désinfecter donc, la surface qu'on va piquer pour éviter qu'il y ait des bactéries extérieures dans le prélèvement. Donc là, je vais piquer mon doigt pour faire sortir la petite goutte de sang. D'accord. Donc une très petite goutte suffit pour visionner. Ça représente, même une petite goutte représente une surface très grande au microscope. Donc voilà, là j'appuie pour faire sortir suffisamment de sang. La goutte est de taille suffisante. Okay. Donc je l'applique sur la lame. Je vais toucher juste avec la goutte de sang. Hop, elle est appliquée sur la lame. Et maintenant je mets rapidement ma petite lamelle. Voilà. Et là, par capillarité, le sang s'étale entre la lame et la lamelle. D'accord. Quand on a une maladie, on ne sait pas ce qu'on a, on est prêt à tout faire tous les tests du monde, etc. Et donc là, l'avantage du microscope, c'est que contrairement aux tests où c'est un résultat sur un papier, en fait, là, on voit directement les bactéries dans le sang. Et donc ça permet quelque sorte de matérialiser sa maladie, de voir ce qu'on a, mais de le voir vraiment. Là, c'est parlant, c'est pas des tests indirects qui peuvent être faux, qui peuvent être donc faux positifs, faux négatifs. Là, soit on a des spiroquettes, soit on n'en a pas. Romain Juenne sait désormais l'origine de ses troubles. Il a appris à vivre avec la maladie. Pourquoi ce test de la goutte épaisse, qui semble être si efficace, n'est-il pas pratiqué systématiquement? Tout simplement parce qu'il n'est pas prévu dans les textes officiels. Depuis 2006, des règles sont imposées aux médecins pour la prise en charge des malades. On trouve ces règles dans ce document appelé « Conférence de consensus », qui est en réalité la copie conforme d'un guide de bonne pratique américain. Dans les années 80, l'ITSA, un institut spécialisé dans les maladies infectieuses, décide comment on doit diagnostiquer la maladie de Lyme. 30 ans plus tard, en France, ces règles n'ont pas changé, en particulier à propos des tests sanguins. Rappelons que le test de confirmation, le Western blot, ne peut être pratiqué que si le premier test, l'ELISA, est positif. Le laboratoire, qui ne se conforme pas à ces règles, prend le risque d'être attaqué. C'est ce qu'il s'est passé en 2007 pour un laboratoire de Strasbourg. À l'époque, des patients alsaciens ont tous les signes cliniques de la maladie de Lyme. Pourtant, ils sont déclarés séronégatifs par le test ELISA. Pas convaincus, leur médecin demande à Viviane Schaller, qui dirige un laboratoire, de refaire un test de contrôle. La biologiste va alors augmenter la sensibilité du test ELISA. Des patients négatifs vont devenir positifs. Et Viviane Schaller va pouvoir ainsi utiliser le Western blot en toute légalité. Donc il se trouve effectivement qu'en procédant systématiquement au Western blot, qui fonctionnait très bien et qui était parfaitement géré de la manière la plus technique possible, eh bien on avait beaucoup plus de réponses positives. Et c'est-à-dire qu'on trouvait des Lyme en quantité bien plus importante que si on avait procédé au protocole habituel que tous les laboratoires respectaient. Un test sur 3 réalisé en France pour Lyme est pratiqué par Viviane Schaller. Et grâce à l'utilisation systématique des 2 tests, elle détecte beaucoup de malades. Le problème, c'est que la facture gonfle pour l'assurance maladie. L'ARS, l'Agence régionale de santé et la Sécurité sociale réagissent. Tout commence par une inspection de l'ARS. La première inspection a eu lieu en février 2012 et s'est soldée par une fermeture de mon laboratoire pendant 1 mois. Et ensuite, il y a eu... Pour quelle raison? C'était quoi la raison officielle? La raison officielle, c'était que je n'étais pas conforme, mes déchets biologiques n'étaient pas dans une pièce complètement à part, que mon électricité n'était pas absolument conforme, enfin des petites choses comme ça qu'ils ont trouvées et qu'ils ont mis en exergue pour charger la barque. Mais en réalité, le dernier argument, c'était véritablement la pratique
systématique des Western blot. Et c'était ça l'objectif premier, c'est qu'il fallait me stopper dans mon activité, me casser ma dynamique. Nous avons sollicité le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Alsace. Écoutez, moi je parle de votre demande au directeur général. D'accord. Je ne suis pas certaine qu'il souhaite y donner suite pour vous le dire d'emblée, mais je vais quand même lui poser la question. Non, nous, on ne souhaite pas nécessairement communiquer sur le sujet, mais je vais lui poser néanmoins la question, il n'y a pas de problème. Le directeur général de l'ARS ne nous a jamais rappelé. Il est reproché à Viviane Schaller d'avoir modifié les tests. Un procès a été ouvert, il est toujours en cours. La sécurité sociale lui réclame plus de 200 000 € de remboursement. La biologiste a dû vendre son laboratoire. Un des principaux détracteurs de Viviane Schaller est Benoît Jolac. Selon lui, il n'y avait aucune raison de modifier le test ELISA car il est suffisamment efficace. Le test Western blot serait donc inutile. Il n'y a pas de gain de sensibilité du Western blot par rapport à un ELISA de qualité et bien conduit. Et nous avons réalisé cela, faire systématiquement des Western blot à des patients qui étaient ELISA négatifs, ELISA réalisé par nos soins, je ne peux pas m'engager sur ce qui est fait partout. Les pourcentages de Western blot qui sont positifs alors que l'ELISA est négatif sont quasiment égales à 0. C'est vraiment de l'ordre de quelques pourcents. Et d'autres n'ont pas les mêmes résultats que vous. Comment vous l'analysez, ça? Là, je ne veux pas vous répondre vu qu'il y a un procès en cours. D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que le test utilise... Non, je ne veux pas vous répondre, monsieur. Je ne veux pas vous répondre. Alors, je vais avoir des soucis. Benoît Jolac a validé le test ELISA à la demande de Biomérieux qui vend ce test. Mais il aura mis 1 an avant de reconnaître que son laboratoire a été payé pour ça par Biomérieux. Se pose alors la question du conflit d'intérêts. On a été rémunéré pour cela puisqu'il s'agissait d'avant la mise sur le marché de ce produit. Il n'y a eu aucun enrichissement personnel là-dessus. Ce qui a été évoqué comme étant un conflit d'intérêts n'est pas du tout un conflit d'intérêts puisqu'il a été soumis aux autorités de tutelle dans le domaine qui sont l'Institut de veille sanitaire. Ils ont été déclarés publiquement et déclarer un travail, ce n'est pas avoir un conflit d'intérêts. D'accord ? Et ça n'a pas été reconnu comme étant un conflit d'intérêts. Réaliser un travail pour évaluer un réactif, ce n'est pas avoir un conflit d'intérêts. D'accord. Donc il y a une nuance dans les... Non, mais parce que il y a une nuance importante. Parce générique, il y a une nuance, c'est quand même, il s'agit d'une attaque directe visant à décrédibiliser ce que l'on fait. Oui, parce qu'ils disent on est d'accord. Que Jolac n'est pas crédible puisqu'il a des liens avec Biomérieux. Ça prend un drôle de tour, je veux dire... Non, mais c'est une question qu'il faut évoquer. Non, mais... De toute façon, ça apparaît, vous avez déclaré... Mais voilà, je veux dire, c'est public de ce point de vue-là. Là, je suis un peu gêné parce que je veux bien que vous rapportiez mes propos, mais je n'ai pas forcément envie qu'on voit la figure que je fais à ce moment-là. Oui, non. Vous voyez, on n'était pas parti là-dessus, mais je n'ai pas de problème pour en parler. Nous avons contacté le laboratoire Biomérieux qui ne nous a jamais répondu. Dans un climat aussi dégradé, obtenir un diagnostic en France n'est donc pas simple. Récapitulons. Des médecins sous-informés, obligés de suivre des guides de bonne pratique vieux de 30 ans, des règles strictes mais qui ne tiennent pas compte de l'évolution et de la complexité de la maladie de Lyme, des tests sérologiques contestés. Bilan, des malades qui s'ignorent et qui souffrent sans savoir. Comme il y a polémique à propos de la fiabilité des tests, la prise en charge thérapeutique de la maladie est aussi source de conflits. La conférence de consensus de 2006 dit que 3 semaines d'antibiotiques après le premier diagnostic, renouvelables une fois si nécessaire, suffisent à guérir le malade.
Ça, c'est la recommandation officielle. Elle est défendue par Benoît Jolac. On sait que le traitement n'a pas besoin d'être fait au long cours pour cette maladie. Il va avoir une durée d'1 mois, va éventuellement être renouvelé, et qu'ensuite la maladie va s'améliorer progressivement. Mais sur le terrain, de nombreux médecins constatent que ce traitement n'est pas suffisant. D'après eux, la Borrelia, la bactérie à l'origine du Lyme, résiste aux antibiotiques. La maladie peut alors devenir chronique. Après plusieurs mois de traitement antibiotique bien conduit, on peut retrouver des Borrelia vivantes. Alors, ce n'est pas de la vraie résistance aux antibiotiques, en fait, elles se cachent. Elles prennent une forme dormante, un peu comme on l'a vu dans des maladies chroniques comme la tuberculose. Et puis les Borrelia, c'est un peu comme le virus du sida, elles changent leurs antigènes en permanence, donc elles sont plus repérées par le système immunitaire et en plus, elles échappent à l'action des antibiotiques. Un antibiotique ne tue qu'une bactérie qui se multiplie. Si elle dort, qu'elle éteint les moteurs comme un sous-marin là, au fond de la mer, l'antibiotique passe à côté et puis après, elle se réveille par cycle. Pour Benoît Jolac, les antibiotiques sont efficaces. Si les malades ne guérissent pas, c'est qu'ils prennent mal leurs médicaments. Que ça soit pour cette maladie comme pour d'autres, l'observance d'un traitement en disant vous prenez tel antibiotique 3 fois par jour, vous le dites au patient, ça va parfois être suivi de façon exemplaire, et puis parfois, comme tout le monde, on oublie le matin ou le soir ou à midi, notamment à midi avec le mode de vie quotidien. Donc, il est important, et là il y a eu des études pour montrer que au stade précoce, le traitement pouvait être plus court. Mais par contre, il devait être bien pris. Pierre Kiefer, infectiologue à l'hôpital de Mulhouse, défend lui aussi les antibiotiques. Mais il avance une autre explication. Pour lui, si le malade continue de souffrir après le traitement, c'est qu'il somatise. C'est un problème psychologique et psychiatrique qui entraîne des vraies douleurs que le malade ressent. Sur les milliers de personnes que j'ai eu à prendre en charge et traiter, aucun ne s'est aggravé une fois que j'ai traité, la plupart ont guéri. Nous avons présenté au professeur Perron les thèses du docteur Kiefer. Un débat à distance qui résume assez bien le climat délétère autour de la maladie de Lyme en France. Sur les milliers de personnes que j'ai eu à prendre en charge et traiter, aucun ne s'est aggravé une fois que j'ai traité, la plupart ont guéri. Et j'ai toujours pronostiqué ceux qui n'auront plus aucun symptôme, parce qu'ils étaient bien en pause dans leur vie sociale, affective et tout ce que vous voulez, et ceux qui allaient obligatoirement développer un syndrome musculo-squelettique. C'est curieux parce que moi j'ai vu beaucoup de malades qui avaient été suivis par le docteur Kiefer et ils ne tiennent pas le même discours que leur médecin. Et il est bien évident de l'expérience de tous les malades qui suivent des Lyme et qui connaissent la maladie qu'il y a effectivement des personnes qui guérissent rapidement et heureusement c'est la majorité, mais il y a beaucoup de personnes qui gardent des symptômes chroniques. C'est en fait le même schéma, c'est sociétal. Hein. Les malades souffrent parce qu'ils ont un problème psychologique et la société leur donne des douleurs. Et des douleurs parce qu'ils ont été... Tout simplement les fibromyalgiques, par exemple, qui ont des douleurs, les femmes qui ont des douleurs. Un tiers des fibromyalgiques ont des douleurs simplement parce qu'elles ont été violées ou violentées quand elles étaient gamines. J'ai pris mes 100 fibromyalgiques sur un papier et j'ai demandé est-ce que vous avez été violé quand vous étiez jeune. Il y en a un tiers qui ont été violés. Donc c'est une contre-vérité scientifique de dire ça. Et malheureusement, des médecins comme ça laissent crever à petit feu les malades, ce qui est un grand scandale. Et moi, j'ai vu des gens qui ont eu 15 ans de trous dans leur vie. Ils sont devenus incapables de travailler avec des douleurs partout, des énormes problèmes de mémoire, des troubles cognitifs. Ils ont perdu leur conjoint, leur boulot. On les a traités de fous. Ils sont allés en psychiatrie. Des psychiatres, Mathieu Foucault a été contraint d'en consulter. Il a pris ses antibiotiques, mais il n'a pas guéri. Il va alors se tourner vers des spécialistes pour trouver une solution thérapeutique. Et là, surprise, il est rejeté. J'ai pris l'engagement d'aller au service des maladies infectieuses à Tourcoing, service spécialisé pour les maladies bactériennes. Je lui fais voir les analyses à l'infectiologue. Et là, il réfute mon résultat positif. Comment il le réfute? Il estime que le résultat est douteux, que j'ai pris 2 mois d'antibiotiques. Et donc, pour lui, après 2 mois d'antibiotiques, la bactérie n'est plus là, donc je n'ai pas la maladie de Lyme. Il me dit au revoir en me disant bon retour chez vous. Et puis, voilà. Il ne veut pas refaire un test pour voir si la bactérie est toujours présente, par exemple. Non, il n'a pas refait le test. De spécialiste en spécialiste, Mathieu va sillonner la France durant 5 ans. La plupart du temps,
il se retrouve seul, sans savoir, quand on ne le soupçonne pas de simuler. Pourquoi il ne parle pas de ces bactéries? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce manque d'ouverture? Et finalement, heureusement que je suis solide, parce que j'imagine des gens qui ne savent pas, ou s'ils ne peuvent pas aller si loin dans la compréhension de la maladie de Lyme, qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens quand on les laisse dans la nature, sans diagnostic? Richard Kern a lui aussi été envoyé en psychiatrie. Cet agent de l'Office national des forêts a très souvent été mordu par des tiques. Il a contracté la maladie de Lyme, il a pris scrupuleusement ses médicaments, mais au fil du temps, la maladie l'a terrassé. Il traîne sa souffrance depuis 6 ans déjà. C'est quelque chose qu'on a à vie. Comme les bactéries se cachent, s'enquistent et qu'elles peuvent réapparaître au moindre couac. Et en plus, j'ai pas mal de témoins autour de moi, des gens qui ont travaillé en forêt avec moi. Non seulement des collègues forestiers, mais des bûcherons qui, tous les 6 mois, tous les 2 ans, ça revient. Et c'est toujours cette maladie de Lyme qui est derrière, qu'on ne peut pas éradiquer. C'est pas possible. Les jours où ça va, oui, on se dit que bon, on va s'en sortir. Et puis il y a des jours où on se dit, ça va continuer comme ça, il va décliner de plus en plus, il va se retrouver gravataire comme son collègue, et puis ça va mal se terminer, quoi. En plus, comme il accepte mal la situation, il est tout le temps en attente, quoi. Donc il ne fait rien. C'est insupportable. C'était quand même quelqu'un de très très actif. C'est un sportif de haut niveau, et de le voir comme ça démonte tout le monde. Puis il y a des gens qui viennent plus nous voir parce que je leur en veux pas, je les comprends, je ne sais pas comment je me comporterais. Mais de le voir comme ça, mais il y a déjà des gens qui sont partis en pleurant, quoi. Quand la maladie devient chronique, les patients sont démunis et les médecins qui tentent de les soigner sont attaqués. À l'aide d'un traitement qu'il a lui-même mis au point, François Lallemand a suivi 2000 personnes atteintes de la maladie de Lyme. En théorie, on a la liberté de traitement, mais en pratique, on nous muselle de plus en plus. Ça, il faut que les gens le sachent. Ça, c'est très grave parce qu'en fait, on fait tout pour ne pas qu'on s'occupe de Lyme. On fait tout pour nous empêcher, en fait, de traiter le Lyme. Et surtout, par notre pratique, on démontre que le consensus est obsolète, que les idées préconisées en 2006 sont complètement fausses. Et ça dérange un certain nombre de gens. En traitant des Lyme chroniques, François Lallemand a prescrit des traitements longs, injustifiés et trop coûteux pour la sécurité sociale. Il a été convoqué par le Conseil de l'Ordre des médecins, un Conseil de l'Ordre qui menace tous ceux qui ne respectent pas le protocole de 2006, comme l'atteste ce courrier que nous avons pu récupérer. Notre conseil a été destinataire des résultats d'une enquête effectuée par la Caisse primaire d'assurance maladie à votre sujet. Je vous mets donc en garde contre toute systématisation dans votre pratique et diagnostic et thérapeutique qui pourrait à la limite être assimilée à du charlatanisme. Impuissants face au Lyme chronique, les médecins cherchent toutes les solutions pour soulager leurs patients. En France, ils se sont longtemps tournés vers Bernard Christophe. Pendant des années, ce docteur en pharmacie a fourni aux patients atteints de la maladie de Lyme un antibiotique à base d'huile essentielle, un cocktail de sa fabrication, le TikTox. Comme j'ai eu de plus en plus des demandes, mais de détresse, des gens en détresse qui étaient pratiquement en fauteuil roulant, des sportifs de haut niveau qui n'arrivaient plus à marcher et qui sont venus me voir, on a commencé ce genre de cure. Et après, ils sont revenus me montrer comment ils pouvaient de nouveau marcher, courir. Donc j'ai dit, je détiens quelque chose. Mais par contre, dire qu'on élimine définitivement une borréliose, vu qu'elles sont capables de s'enquister à l'intérieur des cellules, ça m'étonnerait qu'on s'en débarrasse définitivement. Le TikTox connaît un succès grandissant. Mais dans le même temps, Bernard Christophe dénonce publiquement l'inertie des autorités de santé face à la maladie. Il va alors être attaqué. Un des plus virulents est le docteur Kieffer, qui accuse Bernard Christophe de faire du business. Je l'affirme ici, c'est des gens qui sont mal intentionnés. Parce qu'au départ, j'avais un doute. Je me suis dit que c'était des personnes qui étaient réellement peu informées et qui...
Mais je vise les personnes qui essaient de vendre des huiles essentielles. C'est comme le tabac et la cocaïne. C'est des réseaux, quand il faut les fermer quelque part, ils prennent naissance de l'autre côté de la frontière. Parce que malheureusement, c'est ce qu'on fermait en France, ouvre en Allemagne, et c'est les mêmes. Et qui font des faux rendus positifs pour la planète entière. C'est quand même grave de nous accuser pratiquement d'avoir voulu faire de l'argent sur le dos des malades. Moi, j'ai étudié 20 ans de ma vie que j'ai consacré à cette maladie et je touche aujourd'hui ma retraite et je vis normalement. Personne ne s'est plaint du TikTok. Au contraire, les témoignages se multiplient vantant les bienfaits de ces huiles essentielles qui soulageaient les malades. Mais le TikTok n'est plus vendu en France. L'AFSAPS, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'a interdit. Et aujourd'hui, Bernard Christophe se retrouve dans le box des accusés pour exercice illégal de la pharmacie. Ces exemples montrent que suivre les patients pour lesquels la maladie de Lyme est chronique n'est pas chose aisée en France, même pour un professeur de la carrure de Christian Perron. Les traitements antibiotiques très simples recommandés dans la conférence de consensus, la plupart du temps, sont totalement insuffisants pour guérir ces malades. Donc finalement, les médecins qui soignent sont obligés de sortir un petit peu des clous, de sortir de la recommandation. Donc c'est sûr que maintenant, on est très attaqué en disant qu'on fait n'importe quoi. Je le reconnais, j'aimerais bien ne pas faire n'importe quoi, mais ça fait des années qu'on essaye d'obtenir des protocoles scientifiques contrôlés avec des groupes témoins. Mais tout ça, ça coûte cher. Il faut de l'argent pour la recherche. Et dès qu'on dépose un projet de recherche sur le Lyme, il est systématiquement refusé pour avoir un financement, alors que si on demande un projet sur je sais pas, l'hépatite C ou l'infection à VIH, c'est beaucoup plus facile d'avoir des sous. Et c'est pas qu'en France, c'est la même chose aux États-Unis d'ailleurs. Mais ces refus sont motivés en général ? Les refus quand on ne veut pas payer un protocole sur le Lyme, souvent c'est n'importe quoi, c'est une maladie rare, ça n'existe pas. C'est un rejet presque viscéral de cette maladie. Pourquoi l'industrie pharmaceutique se montre-t-elle si discrète dans cette guerre de religion autour de la maladie de Lyme? Le Lyme imite de nombreuses maladies. Certains avancent que les laboratoires pharmaceutiques en profitent pour vendre les médicaments correspondant à chacune de ces maladies. Résultat, les malades ne guérissent pas et les laboratoires s'enrichissent. Le professeur Perron, lui, a une autre explication. J'ai essayé de convaincre des personnes de l'industrie pharmaceutique de travailler sur des nouveaux tests, éventuellement de travailler sur des antibiotiques ciblés, sur des bactéries particulières. Mais j'ai l'impression que, vu des industriels, c'est tellement polémique que les médecins ne sont pas d'accord entre eux, que pour l'instant, ils sont très frileux à investir dans cette maladie. Parce que moi, je vois maintenant, les industriels, c'est des businessmen, et s'ils ne voient pas un retour sur investissement à court terme, ils vont sur un autre domaine. Donc j'ai senti que pour l'instant, ils n'avaient pas envie d'aller sur le terrain de ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Récapitulons. Dans certains cas, les antibiotiques actuels semblent insuffisants, mais les experts qui font référence défendent leur efficacité. Les médecins qui expérimentent d'autres traitements que ceux imposés dans les textes officiels sont attaqués. La maladie de Lyme peut être chronique, mais parce qu'on ne sait pas la soigner, on envoie les malades en psychiatrie. Résultat, le Lyme progresse en France, mais on ne le dit pas, comme si la situation n'avait pas changé depuis les années 80. Contrairement à la France, les États-Unis regardent la maladie en face. 300 000 nouveaux cas sont recensés chaque année dans le pays. Elle est aujourd'hui considérée comme une épidémie. L'Est des États-Unis concentre la majorité des victimes de la maladie de Lyme. L'État de New York est un des plus touchés. Ici, les médecins peuvent depuis peu traiter le Lyme chronique. C'est là, à 2 heures de route de New York, dans l'Hudson Valley, que travaille un médecin devenu au fil du temps un des meilleurs connaisseurs des maladies à tiques, Richard Horowitz.
Sans solution en France, Mathieu Foucault est venu le consulter. Je suis allé voir Richard Horowitz parce que c'est quelqu'un qui a 25 ans d'expérience, c'est quelqu'un qui est lui-même touché par la maladie de Lyme, qui a des résultats sur ses thérapies. Une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai tout de suite senti que c'était la bonne personne, de par son expérience, son ouverture, sa compréhension. Il connaît le sujet de la maladie de Lyme sur le bout des doigts. J'ai vu plus de 12 000 personnes ici à New York. Ils viennent de toutes les parties des États-Unis, ils viennent d'Europe. Ils sont malades pendant des années. Il n'y a personne qui sait exactement comment les soigner. J'ai pris beaucoup de temps pour chercher ces maladies, pourquoi les gens restent malades. Et maintenant, heureusement, j'ai quand même des trucs pour aider des gens qui est tout basé sur la littérature scientifique. Des patients comme cette jeune femme diagnostiquée sclérose en plaques alors qu'elle avait la maladie de Lyme, Richard Horowitz en a vu des milliers. Une preuve que le Lyme peut imiter de nombreuses maladies neurologiques. Mais Richard Horowitz a fait d'autres découvertes. Dans un livre qu'il vient de publier, il évoque le cas de patients atteints de plusieurs maladies en même temps. Une même tique peut être porteuse de différentes bactéries. D'autres infections viennent alors s'ajouter au Lyme. Et ça devient encore plus compliqué pour les médecins. La babésiose, la bactérynellose, les mycoplasmes, ça augmente l'inflammation. Les gens sont beaucoup plus malades avec les co-infections. Si on regarde les études scientifiques, on ne voit pas beaucoup sur les gens qui sont co-infectés en même temps que la maladie de Lyme. Alors, la réalité qu'on voit dans de jour en jour dans notre clinique, c'est très différent de ce qu'on voit dans la littérature scientifique. En France, la conférence de consensus de 2006 ne parle que de la maladie de Lyme. Dans leurs conclusions, les experts français balaient ce problème des co-infections en une phrase. D'autres agents infectieux bactériens, parasitaires, viraux, peuvent être transmis à la suite d'une piqûre de tique, mais ne seront pas discutés dans ce document. Or, la Babesia ou la Bartonella, par exemple, sont des parasites ou bactéries fréquemment détectés dans le sang des malades de Lyme. Aujourd'hui, Richard Horowitz peut suivre ses patients pendant des années. Mais les compagnies d'assurance américaines ne veulent pas prendre en charge des traitements longs et chers. C'est à ces compagnies que Joseph Burascano a eu affaire dans les années 90. Ce médecin travaille depuis 25 ans sur la maladie de Lyme. On lui reprochait à l'époque de soigner ses patients trop longtemps. Il y a quelques années, de nombreux médecins qui traitaient la maladie de Lyme partout aux États-Unis étaient attaqués, et beaucoup par les compagnies d'assurance. Ils se plaignaient du fait qu'on diagnostiquait trop de cas de Lyme, qu'on donnait trop de traitements qui leur coûtaient trop cher. Alors, beaucoup de médecins, moi y compris, ont été convoqués devant les autorités médicales qui nous accusaient d'avoir surtraité la maladie de Lyme. Mon procès fut un des plus médiatisés et un des plus longs de l'histoire des autorités médicales de l'État de New York. Après presque 2 ans de procès, ils sont finalement tombés d'accord avec moi. Ils ne m'ont pas retiré ma licence, ni infligé d'amende. J'étais autorisé à exercer de nouveau. Simplement, ils ont dit que ce n'était pas le rôle des autorités médicales de faire des débats scientifiques. Est-ce que ça n'était pas trop dur d'avoir toutes ces puissances face à vous, simple médecin ? Oui, c'était très difficile. Et ce fut un moment très stressant pour moi d'être attaqué. Et c'était très cher en raison des honoraires d'avocat et du temps perdu à ne pas travailler. Parfois, je me disais, ça ne vaut pas la peine. Et je savais que j'avais raison. Et ma femme, qui est une femme très forte, m'a dit que je ne pouvais pas abandonner, que ce que je faisais était juste et qu'on devait gagner. On ne peut pas s'incliner devant des groupes puissants qui veulent que l'on mente. Alors on a dit la vérité. On n'a pas renié nos idées, on est resté ferme et on a gagné. 15 ans après le procès Burascano, quelques États américains viennent de voter des lois pour protéger les médecins soignant le Lyme chronique. Mais un membre du Congrès américain, Chris Gibson, a voulu aller plus loin. Il vient de faire voter une loi fédérale par le Congrès. 2 axes principaux dans ce texte, la prise en charge de la maladie et le financement de la recherche. Cette loi est soutenue par Barack Obama, car la maladie de Lyme est devenue un grave problème de santé publique et économique aux États-Unis.
L'axe essentiel pour ces maladies chroniques est de former des groupes de travail. Ce qui est important ici, c'est que pour la première fois, nous avons des patients. Et les patients ont les clés, comme les médecins qui leur ont donné des traitements expérimentaux avec succès. Pourquoi c'est important? Parce que dans ces groupes de travail, ils pourront faire entendre leur voix. Et ça aidera à faire la différence, à mieux utiliser l'argent consacré à la recherche. Parce que si vous me demandez si on dépense assez en termes de recherche contre ce fléau de santé publique, je vous répondrai non. Si la communauté médicale est divisée sur la chronicité de Lyme, elle est en général d'accord sur le fait que plus tôt on établit un diagnostic, plus on a de chances de guérir. Alors c'est pour ça que le test est tellement important et que les diagnostics qu'on a maintenant sont inadéquats. Comment imaginer que dans un pays si avancé, on ait un test qui ne diagnostique que la moitié des cas de Lyme? On ne peut pas accepter ça. Par cette loi, Chris Gibson veut voir disparaître le guide de bonne pratique des années 80, trop vieux et inadapté face à la progression de la maladie de Lyme. De nouvelles recommandations pourraient aussi obliger les assurances santé à mieux rembourser les dépenses engagées par les malades chroniques aux États-Unis. Dans mes conversations avec les compagnies d'assurance, j'ai demandé « Mais pourquoi vous ne couvrez pas ces traitements expérimentaux? Ça peut coûter jusqu'à 1 000 $ pour un traitement et les malades paient ça de leur poche. Pourquoi vous ne les couvrez pas ?» Et la réponse est, si c'était des soins officiellement approuvés, on paierait. C'est pour ça qu'on a besoin de changer les directives, parce que si on peut avancer avec de nouveaux protocoles, ça améliorera aussi la couverture santé par les assurances. Ce projet de loi est important et on a travaillé très dur là-dessus. Le président a promis qu'il soutiendrait ce projet et on pense que ça aura un effet significatif ici. On a un grand problème ici. Il ne faut pas mettre ça en dessous du tapis. Il faut maintenant que tout le monde vienne autour de table pour discuter ce problème, parce que moi, je ne fais pas pour le business, pour faire de l'argent, je le fais parce que je suis médecin, je veux aider les gens. Et la plupart des médecins que moi je connais, il ne faut pas faire ça pour le business, pour gagner l'argent des fonds, parce que les gens souffrent. Et c'est pour ça qu'on est devenu médecin. Partout dans le monde, la maladie de Lyme est prise au sérieux. Des cliniques spécialisées pour le Lyme existent, notamment aux États-Unis, en Hongrie ou en Allemagne. Des campagnes de sensibilisation sont lancées régulièrement dans la plupart des pays touchés par l'épidémie, dans les hôpitaux, les écoles, à l'entrée des forêts. En France, les règles fixées par la conférence de consensus de 2006 pourraient être remises en question. Depuis des mois, le rapport d'une commission qui a travaillé sur le sujet est sur le bureau de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Mais on n'en sait pas plus, le ministère n'ayant jamais répondu à nos sollicitations. En attendant, la situation est au point mort, la maladie étant toujours considérée comme rare. Les malades continuent de se battre, souvent seuls. C'est le cas de Mathieu Foucault, qui garde l'espoir de remarcher un jour.